ici en leur absence, d'avoir pris cette initiative de l'édition, l'impératif de l'égalité, car le chemin vers l'égalité est encore très long. Nous avons assisté hier à 2 panels extrêmement intéressants sur la notion de l'égalité, de la parité, des droits acquis et de multitude de droits et des terrains qui restent encore à conquérir. Nous avons parlé aussi de mots, beaucoup de mots hier. Aujourd'hui, on va parler d'actes. Nous avons avec nous ce matin 4 femmes inspirantes de terrain qui ont des expériences qui se complètent en fait et qui vont nous raconter leur vécu de la femme politique à la militante, associative, à la journaliste. Je vais commencer par Myriam El Khomri qui est au bout de la salle. Myriam est ancienne ministre sous la présidence de François Hollande. Elle est conseillère de Paris et c'est aussi une femme de terrain avant et après. Hayat El-Hbaili, directrice du MENA Women's Leadership Programme au Maroc. Amina Niandou est présidente de l'APAC, Association de professionnels africaines de la communication au Niger. Erqiya Balout, qui représente le mouvement des femmes sous la Liyette et qui va nous parler de son combat. Donc je vais commencer par vous, Myriam. Le 7 mars dernier, vous avez tenté une expérience inhabituelle pour aller chercher des fonds pour aider les femmes victimes de violences sexuelles. Vous êtes monté sur les planches pour jouer une pièce aussi particulière, le monologue du vagin, et les fonds donc ont été versés à une association du 18e arrondissement. C'est une partie de votre combat, la lutte contre les violences sexuelles, mais aussi d'autres combats. Donc, comme on parle d'expérience, on aimerait vous écouter là-dessus. Merci beaucoup, cher Souad. Et moi aussi, je me joins à vos remerciements pour remercier donc Naïla Tazi et Driss El Yazami pour l'organisation de ces débats. Nous y étions toutes hier, nous avons pu échanger et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui un besoin de mieux partager, de diffuser les bonnes pratiques. Et ce matin, ce qu'on nous a demandé, c'est d'être un peu, je n'ai pas envie de dire ras le bitume, mais d'illustrer très concrètement comment on fait, au-delà de la promulgation de certaines lois, comment derrière on met en œuvre réellement l'égalité. Vous avez fait mention à l'instant de cette représentation des monologues du vagin le 7 mars dernier. En effet, c'était la première fois qu'il y avait 3 ministres sur scène au théâtre Bobino. Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa, qui est l'actuelle secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et moi-même sur scène. Alors, on n'est pas des comédiennes, et on ne s'est pas prises pour des comédiennes, mais ce texte qui a été diffusé dans près de 130 pays, il est important parce que, au-delà des lois, comme on l'a vu hier, il y a un besoin de... Et on est aujourd'hui un peu en parallèle du festival Gnawa, et c'est comment la culture peut aider justement à sensibiliser le cinéma, les livres, mais également le théâtre sont un magnifique outil pour cela. Alors les monologues du vagin, c'est un texte qui est à la fois subtil, brillant, qui raconte des femmes dans le monde, des situations parfois très drôles et parfois très violentes, très dures à entendre. Et c'est en cela qu'il est subtil et brillant parce que ça alterne des histoires de femmes et ça alterne surtout la question du contrôle du corps. On a beaucoup parlé de la question du contrôle du corps hier, mais ça parle de cela. Et c'est un très beau texte justement pour sensibiliser cela. Alors ça nous a permis en effet de récolter 5 000 € pour le collectif féministe contre le viol. Et ça m'amène à ce que j'ai envie de vous raconter ce matin, c'est que les lois ne peuvent pas être appliquées s'il n'y a pas des partenaires qui sont là et qui au quotidien aident à l'application de ces lois, et notamment à la prise en charge des victimes. Et le collectif féministe contre le viol, qui est une association nationale, qui fait de la permanence téléphonique, qui permet d'orienter les femmes dans ces situations-là, ils ont
d'abord besoin de moyens financiers, ça c'est sûr, mais ils ont besoin aussi d'être dans un écosystème où les uns et les autres fonctionnent dans la même direction. Et ce que j'ai envie de vous illustrer, c'est 3 thématiques qui pour moi ont été importantes dans mon parcours politique. J'ai été adjointe de Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, sur les questions de sécurité. Et dans ce cadre-là, en 2008, nous avions une problématique très concrète, notamment dans le 18e arrondissement, c'est que des femmes qui n'avaient pas de papier n'osaient pas aller au commissariat porter plainte lorsqu'elles étaient victimes de violences. À partir de là, on voit bien que les lois ne peuvent pas être appliquées, puisque, on l'a bien vu hier, la première démarche, c'est d'abord dire à ces femmes qu'elles sont véritablement victimes. Parce que beaucoup pensent qu'elles méritent ces violences. On l'a d'ailleurs dit hier. Et donc, il est très important, et je crois que c'est le rôle des pouvoirs publics, d'organiser un contrat de confiance entre différents partenaires pour que justement la parole, lorsqu'elle passe le cap de venir soit déposer plainte, soit en parler à tel ou tel acteur, que derrière, tout de suite, on agisse. Et donc nous avons fait un premier réseau qui est né dans le 18e arrondissement, qui est un réseau de femmes, d'acteurs sur les femmes victimes de violences. Ça demande quoi? Ça demande d'abord de former l'ensemble des partenaires. Alors ça peut vous paraître, je ne vous parle pas de la loi, je ne vous parle pas de décret, je vous parle de formation, parce que c'est extrêmement concret et aussi très important. On a formé qui? On a formé l'accueil aux urgences, parce qu'une femme victime de violence, elle peut aller à l'hôpital. On a formé l'accueil de la mairie. On a formé l'accueil aussi au point d'accès au droit, parce que la question de l'accès au droit, elle est bien sûr essentielle. Et on a formé également des agents au sein du commissariat, parce que c'est le premier contact. Et que si les policiers ne sont pas formés à cette prise en charge, tout ce que nous faisons derrière ne peut pas fonctionner. Donc nous avons comme ça formé l'ensemble des acteurs. Et puis derrière, dès qu'il y avait une femme qui se présentait dans un service, il y avait un référent dans chacun des services. Bien évidemment, on ne peut pas former les 300, 400 policiers dans un commissariat, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait quelques référents. Et donc, on les appelle et ils les orientent directement. Je pense que cette question, elle peut vous paraître anecdotique, elle peut vous paraître ras le bitume. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à faire que les femmes déposent beaucoup plus plaintes. Parce que derrière, il y avait vraiment des partenaires où il y avait une cohérence des discours. Voilà, il y avait une cohérence des discours des partenaires avec les mêmes réflexes. Et donc on ne les lâchait pas tant que toutes les modalités n'avaient pas été faites. Derrière cela, ça a permis très concrètement au parquet, à la justice, de faire des circulaires pénales disant que lorsqu'il y a une femme qui intervient sur, même si c'est une main courante, ce n'est pas une plainte, et bien qu'il y ait une poursuite qui soit donnée. Et puis, on est allé encore plus loin. Derrière cela, on a aussi posé la question de la prise en charge des concubins ou des époux violents. C'est-à-dire qu'ils ont eu des injonctions de soins. Et je pense que c'est extrêmement important de traiter, de protéger la femme, bien évidemment, dans ce type de situation, mais aussi de pouvoir traiter l'époux violent, c'est-à-dire notamment en termes d'injonction de soins par rapport à cela. Et donc, c'est ça qui nous a permis véritablement d'améliorer les choses. Deuxième exemple, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, j'ai beaucoup travaillé sur la prostitution, notamment la traite des femmes africaines dans le 18e arrondissement, dans le 19e, dans le 20e, notamment à Château-Rouge dans le 18e. Il y a beaucoup de réseaux de traite. C'est extrêmement compliqué de travailler avec les institutions, notamment au Nigeria, sur ces situations-là. Et donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle un groupe local de traitement de la délinquance, où tous les mois, on se retrouvait, police, justice, mairie, associations qui viennent en aide des personnes prostituées, tous les mois, et on traitait immeuble par immeuble, personne par personne, pour essayer, justement, qu'elles dénoncent leur proxénète. Parce qu'autrement, on n'y arrive pas. Et on est vraiment sur des phénomènes de traite des femmes. Voilà. Elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus de papier. Elles n'ont plus rien. Elles sont de l'esclavage moderne. Et donc, nous avons, et ça reste encore un sujet extrêmement compliqué et extrêmement difficile encore aujourd'hui, néanmoins, ce travail-là a permis d'en protéger, d'en sortir quelques-unes.
Et même si c'est que 5, même si c'est que 10, ça se sait aussi. Et donc ça permet aussi de retrouver une certaine confiance. Ça, c'est vraiment du pratico-pratique, mais je considère que au-delà des lois, au-delà des circulaires, si nous n'avions pas fait ces réseaux-là, si nous n'avions pas montré que c'était une priorité, si nous n'étions pas retrouvés tous les mois à traiter telle ou telle situation, nous n'aurions pas réussi à en sortir quelques-unes. Parce que il faut toujours chercher qui est la personne qui a la confiance de la personne victime. Ça peut être parfois une association, un médiateur, ça peut être parfois une commerçante du quartier. Et donc c'est à partir de cela qu'on arrive à tisser derrière une prise en charge. Pour moi, ça a toujours été un élément essentiel. Troisième sujet, les personnes toxicomanes. Nous avons des femmes toxicomanes au crack, qui est une drogue vraiment de l'errance aussi. Et je sais que ce que je suis en train de dire n'est pas très bon pour le tourisme dans le 18e ou à Paris, mais je pense que c'est aussi une réalité de difficulté dans des grandes villes aussi, et qu'il faut les prendre en charge. Les femmes toxicomanes, elles étaient victimes de double violence. La première violence, c'est qu'elles se prostituaient pour payer leur drogue. La deuxième violence, c'est quand elles retournaient dans les squats, elles se faisaient racketter. Et donc il y avait aussi tout un enjeu de soins, de prise en compte de leur corps, de suivi gynécologique de ces femmes, qui était essentiel. Et donc nous avons adapté aussi une prise en charge dans ce cadre-là, toujours, en se retrouvant toujours autour de la table avec ceux qui sont en charge de la sécurité, ceux en charge de la justice et toujours ceux qui sont en charge du sanitaire et du social. Et c'est ça qui, pour moi, est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une palette de réponses et à partir d'une situation, nous arrivons à orienter. Et ce travail-là, qui est long, qui est fatigant, parce que le partenariat, quand il y a une personne qui change, ben, il faut tout reprendre à zéro. Néanmoins, pour moi, c'est les conditions véritablement pour essayer de faire avancer et améliorer les prises en charge. Juste une précision, Myriam, est-ce que dans le 18e, il y a un pourcentage important de femmes immigrées? Est-ce que c'est une population qui est plus touchée que les autres? Sur la question des violences faites aux femmes, je ne pourrais pas vous le dire. Je pense que les violences faites aux femmes, elles touchent d'ailleurs tous les milieux et toute personne, quelles que soient leurs origines. La difficulté, c'est que lorsque nous avons fait ce contrat de confiance pour dire aux femmes sans papier d'aller au commissariat, c'était un moment où il y avait une politique au niveau en France, où il y avait des personnes sans papier qui se faisaient arrêter devant certaines écoles. Et donc, dans le débat public en France, il y avait une vraie crainte des personnes qui n'étaient pas en situation de régularisation de pouvoir se rendre dans un commissariat. Moi, en tant qu'élu, je considère qu'on est là pour l'intérêt général et que c'est la position de victime d'abord de violence de ces personnes qui doivent être prises en compte. Donc, il n'y a pas de spécificité. De toute façon, d'ailleurs, on n'a pas de statistiques avec la question des origines. C'est plutôt c'est des choses que nous pratiquons rarement. Donc, c'est aussi un élément de statistique que nous n'avons pas. Sur la sur la traite des femmes, c'est des femmes, pour la plupart, qui venaient de Sierra Leone, du Nigeria. Donc là, clairement, les réseaux de traite des femmes sont des réseaux qui venaient, en effet, de certains pays africains, où des personnes passent commande de 20, 30 jeunes filles, les font arriver sur le territoire parisien. S'il y a trop de pression policière, elles repartent en Belgique, elles vont en Allemagne, etc. etc. Et tout l'enjeu, c'est de faire tomber les têtes de réseau. La difficulté, c'est que certaines femmes, lorsqu'elles ont eu 5 ans de pratique sur les trottoirs, deviennent elles-mêmes proxénètes dans la proximité. Et c'est toute la difficulté. Et puis, autour de la prostitution africaine, il y a aussi le juju, il y a toutes, on va dire, des croyances qui font que, et pas que des croyances, nous avons sorti une femme dont sa famille a eu après, il y a eu une répercussion auprès de sa famille au Nigeria. Donc c'est toute la difficulté. Comment faire confiance à des personnes, leur dire dénoncez votre proxénète si derrière il peut y avoir des répercussions sur leur famille. C'est quelque chose d'extrêmement complexe et on n'a pas la main dans les relations diplomatiques pour permettre d'améliorer ces choses-là. Donc c'est des problématiques complexes. Mais ce n'est pas parce que c'est des problématiques complexes qu'on ne peut rien faire. Et je pense que l'intelligence collective, le travail collectif permet véritablement d'améliorer ces prises en charge. Merci, Madame. Je vais donner la parole à Amina Niandou, qui est journaliste et qui est la présidente de la PAC, qui nous vient du Niger.
Amina, vous êtes passée de la théorie à la pratique pour œuvrer au changement de l'image de la femme dans les médias et combattre les stéréotypes qui lui collent à la peau. Vous nous avez parlé tout à l'heure de quelques initiatives très efficaces. Merci, Swat. Vous vous souvenez, hier, j'avais posé la question « Que faire ?» Et Malika Benradi nous a parlé de cet aspect de déconstruction de la société, notamment à travers la lutte contre les stéréotypes. Et c'est ce que nous faisons globalement au Niger à travers les médias. Les médias, plusieurs études nous ont confirmé que la lutte pour les droits des femmes, notamment dans mon pays, n'a pas beaucoup bénéficié de l'accompagnement des médias qui continuent à véhiculer des stéréotypes, des clichés dévalorisants, notamment dans la question de la publicité et autres. Donc, nous nous sommes dit, que faire? On a commencé d'abord à faire des études de monitoring pour voir quelle est la place de la femme à travers les médias. Et j'avoue que c'était effrayant. Ce n'était pas du monitoring qualitatif, mais plutôt quantitatif. Et on s'est retrouvé avec un pourcentage inférieur à 30%, exactement 28% de présence de femmes dans les contenus. Ça nous a encouragé à mener des actions. On s'est dit, pourquoi les femmes n'apparaissent pas? Donc, nous avons mené des activités avec les organisations féminines, les femmes leaders, en politique notamment, pour créer un cadre de concertation pour leur demander qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'apparaître au niveau des médias. Il y a eu 3 constats. Les femmes, en général, pensent que apparaître à la télé, en tout cas chez nous, pensent qu'elles auront des étiquettes collées, qu'elles sont des femmes légères, en tout cas des préjugés comme ça qui les empêchent. Il y en a qui ne savent pas comment le faire. Comment utiliser les médias, en tout cas, il y en a qui ne savent pas le faire. Du coup, ça nous a amené à mettre en place une initiative, une charte, appelée Charte pour l'amélioration de l'image des femmes à travers les médias au Niger. Et cette charte avait pour objectif de garantir une culture médiatique pour le respect de la dignité de la femme, la lutte contre les discriminations et surtout de garantir une culture d'égalité homme-femme à travers les médias. Mais à l'épreuve des faits, après 2 ou 3 années d'application, nous nous sommes rendus compte que la charte n'était pas contraignante, donc il fallait aller sur du concret. C'est quoi sur du concret? On a mis en place un observatoire femmes et médias qui avait pour rôle de veiller à la lutte contre les stéréotypes. Cet observatoire, en tout cas, analysait les émissions diffusées à travers nos médias pour y déceler les stéréotypes, les clichés dévalorisants. Et en même temps, nous avons signé une convention avec les médias qui acceptait, si l'observatoire les interpelle par rapport à des stéréotypes véhiculés ou des clichés dévalorisants, le média acceptait d'arrêter la diffusion. C'était un point de gagner. En plus de ça, nous avons aussi accompagné les femmes en termes de renforcement de capacité pour créer cet éveil de conscience, notamment au niveau des femmes en politique. On fait des capsules de sensibilisation, surtout radiophoniques, en collaboration avec les médias communautaires du Niger, pour créer
cette envie, cet engagement et cette confiance en soi aux femmes pour qu'elles puissent participer à la vie des communautés au même titre que les hommes. En plus de cet accompagnement, nous leur faisons aussi un accompagnement en technique de communication, notamment ces questions de prise de parole en public, comment devenir des bonnes usagères des médias. Nous faisons aussi cet accompagnement. Dans le même cadre de convention, nous avons pu obtenir des médias, que ces médias accordent des tarifs préférentiels aux femmes ou aux organisations féminines qui veulent faire de la com. Parce qu'une des études aussi a démontré qu'un des freins à la participation politique ou communautaire des femmes, c'est quand même ces questions de financières. Elles ont moins de moyens que les hommes, surtout dans le cadre des campagnes électorales et autres. Donc, nos médias ont accepté d'accorder jusqu'à une réduction de 50% sur leurs tarifs en cours pour que les femmes puissent faire de la communication payante. En plus de ça, ils ont aussi accepté d'accorder des temps, des plages, d'émissions sur les questions de femmes et de développement. Pourquoi des questions de femmes et de développement? Nous nous sommes dit que pour rejoindre la thématique, l'impératif de l'égalité, il faudrait qu'on cesse de compter sur cette question de quotas, de parité, d'aller plus à une valorisation des actions des femmes, montrer l'image réelle qu'elles ont, montrer qu'elles sont juste des éléments de la société et qu'à ce titre, elles sont des vecteurs de développement, qu'elles ont des bonnes actions à montrer et que des hommes et des femmes aussi peuvent dupliquer ces modèles qu'elles présentent. Donc, pour nous, la technique de modèle, elle est la base principale de nos activités. Nous nous sommes d'ici, nous montrons, nous faisons des émissions valorisantes des femmes, globalement. En tout cas, dans des années prochaines, on se dit que plusieurs jeunes femmes aussi vont se projeter dans cette culture d'excellence. Parce que chez nous, on s'est dit que la culture d'excellence va nous conduire à l'impératif d'égalité mieux que d'attendre qu'on nous donne la place parce que juste nous sommes des femmes, mais parce que nous le méritons. Donc, tout l'accompagnement que nous faisons à travers les médias pour lutter contre ces stéréotypes sexistes, ces clichés dévalorisants, c'est pour arriver à faire en sorte que nos médias qui participent à cette déconstruction de la société pour nous aider en tout cas à faire en sorte que les rôles sociaux ne soient plus calqués sur nos spécificités biologiques. Voilà globalement ce que nous faisons. Je peux aussi revenir dans d'autres détails après. Juste un point concernant les campagnes que vous lancez. Vous avez parlé de médias communautaires. Est-ce que vous êtes accompagné aussi par les médias publics, par les médias d'État? Oui, nous sommes un peu accompagnés par les médias d'État, à travers notamment le Conseil supérieur de la communication, avec lequel nous avons signé une convention de monitoring des médias globalement, les médias d'État et les médias privés. Donc, depuis une année, nous faisons un monitoring sur l'image de la femme avec le Conseil supérieur de la communication du Niger. Et j'avoue que ce monitoring a été bénéfique pour notre lutte. Parce qu'à la suite du monitoring, le Conseil supérieur de la communication a pris une délibération pour insérer un critère thématique dans les critères d'éligibilité du Fonds d'aide à la presse. Dont les entreprises de presse privée sont bénéficiaires. Du coup, ça rend, en tout cas, ça améliore la prestation des médias par rapport aux questions des femmes. Parce que
ils se disent que, bon, si on ne prend pas garde, on continue à diffuser des clichés dévalorisants, machin, tout ça, on peut perdre le fond. Vous voyez? Donc, c'est un accompagnement du Conseil supérieur de la communication qui impacte sur les médias. Donc, du coup, ça oblige les médias à nous accompagner, en tout cas assez régulièrement, sur ces questions. Nous bénéficions aussi, bon, comme nous sommes des journalistes, les médias étant nos employeurs, on a fait des alliances stratégiques pour que toutes les campagnes que nous faisons sur ces questions de femmes, d'équité, de genre, parce que nous sommes plus dans l'équité qu'autre chose, parce qu'on se dit qu'on a tous nos spécificités. Entre nous-mêmes, femmes, on est différentes, donc qu'on tienne compte plus de l'équité que toute autre chose. Donc, nous bénéficions en tout cas de la gratuité globalement dans nos campagnes de sensibilisation à l'approche des élections, chaque élection au Niger. Nous faisons une campagne radiophonique sur la nécessité pour les femmes qu'elles soient autant candidates qu'électrices, parce que la plupart des temps, elles sont électrices et non candidates, et nous faisons en sorte de booster ces femmes pour qu'elles s'engagent plus dans cette lutte, parce que hier, quelqu'un a dit que les partis politiques, globalement, cherchent les femmes juste pour faire de la déco. Et nous, on veut que quand les femmes vont dans les partis politiques, qu'elles dépassent ce stade de décoration, qu'elles soient beaucoup plus représentatives en termes de qualité, en termes de participation effective, en tout cas qu'on sente qu'elles jouent le même rôle que les hommes sur le terrain. Merci. Merci Amina. Je vais passer la parole à Ruqiya Ballout, qui était à l'origine et qui est toujours représentante du mouvement Soulaliyat. Ruqiya a fait un combat d'une vie avec la force, des fois la force du désespoir, et elle a réussi, elle a obtenu des résultats au-delà de ce qu'elle-même pouvait espérer. On va écouter une histoire très émouvante. السلام عليكم. أنا اسمي رقية بلوط من جماعة السلالية الحدادة اللي كتواجد في نواحي القنيطرة. أنا إحدى السلاليات اللي كاين في المغرب. شنو هي جيت ندير هنا؟ جيت نحكي حكاية ديال نساء السلاليات ونعاود لكم على القضية النساء السلاليات. قبل ما نبدا نحكي الحكاية والمسار السلاليات بغيت بعدا ندير واحد التعريف بسيط، وكنتمنى من الناس اللي كيعرفوا الموضوع يسمحوا لي، لانني بغيت نعرف بهذه المساله الناس اللي ما عندهمش درايه بالموضوع. شنو هما السلاليات وعلاش سميتهم السلاليات؟ السلاليات هما النساء ديال العالم القروي، النساء ديال الاراضي الجموع، النساء اللي كينتميو ابا عن جد العائلات اللي سلاله اللي كيكونوا جماعات إثنية، جماعات اللي هما السكان الأصليين ديال القبائل أو الفخدات أو اللي كيطلقوا عليهم العشائر. هاد المجموعات السكنية والإثنية هما اللي كنسميوهم الجماعات السلالية، والرجال بلا شك هما السلاليين. شنو الموضوع؟ شنو المشكل اللي كاين عند هاد النساء السلاليات؟ هاد النساء السلاليات، هاد السلاليين والسلاليات، الجماعات السلالية عندهم أراضي، عندهم عقارات، أراضي فلاحية أو رعوية أو غيرها. هاد الأراضي في ملك الجماعة، هي في ملكية
ديال الجماعه. والناس اللي في الجماعه اللي السكان ديال ديك الجماعه، افراد الجماعه اللي كنسموهم غالبا ذوي حقوق، شنو عندهم فقط حق الانتفاع، بمعنى من حقهم ينتفعوا ويتصرفوا في ديك الارض ويستغلوها. كيفاش كيستغلوها؟ كل واحد عنده نصيب جماعي فلاحي، وفي الرعي راه كيستافدوا كاملين. اذا شنو المشكل؟ المشكل هو انه هاد الاراضي كيستافدوا منها فقط الذكور فقط. علاش؟ بموجب الاعراف. وهاد الاعراف حسب الباحثين يقال على ان هذا النظام اللي كيخلي غير الرجال يستافدوا والنساء كلهم بدون استثناء كلهم قصيات، كيرجع لما قبل الاسلام. وملي جات الحمايه كرصاتو في قانون، وهو الظاهر الشريف ديال 27 ابريل 1919 اللي دابا تقريبا عنده 100 سنه. عارف تغييرات، ولكن الاصل ديالو كيرجع ل 1919. اذا وشنو القصه ديال هاد النساء؟ واش خارجين من اللعبه؟ يا ريت كانوا يخرجوا من اللعبه في خطره. لا، هاد النساء في الاستفاده ما كاينينش، ولكن في العمل هما الاولين. اذا الاستفاده ما كاينش والاستغلال ديال النساء كاين. اذا السيده تقوم بعملها في القريه ديالها، في بيتها، كتصبن، كتعجن، كتشطب، كتحلب، كتطيب، كتصبن، كدير داكشي اللي خصو يدار كله. وملي كتسالي كتهز ديك الماكله اللي وجدات وكتبع راجلها للارض باش تعاونوا، وعندها نصيبها من خدمه تما. ما يمكنش تجلس بلاش، ضروري ضروري ضروري. اذا علاش هذا الشيء هكا؟ علاش انا ما ناخذش؟ ايوا حيت انت غير وليه، حيت انت غير مراه، وهاد الارض خاصه غير بالرجال، ما يمكنش المراه تدخل فيها. وعلاش؟ ايوا لان هذا النظام خلاوه لينا جدودنا. الا ما عجبك حال سير حفري عليهم. هاد الشيء باقي دابا في ودنيا، باقي دابا كنسمعوا. اذا وشنو العمل؟ ايوا هادشي اللي عطا الله، ما عندنا ما نديرو. ايوا كاين شي حد اللي غادي يهضر مع في هذا الموضوع ولا يجي يقول لك كيفاش نعاونك؟ لا 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 لا، هادشي وراه العرف. هذا راه العرف اللي كنستغرب له حتى الساعه. الطريقه كيفاش كانوا كيهضروا لي على العرف اكثر من كيهضروا لي على الدين وكيلقاو كيفاش يتجاوزوه. اما العرف كيهضروا لي عليه بواحد القداسه انه شي حاجه اللي ما يمكن هما ما كيشرحولكش، ولكن غير تيقول راه العرف هذا. ما فهمتش. اذا بقينا على هذا الحال. فين وقتاش الامور غتأزم اكثر ملي هاد الارض اللي كنهضر عليها. كنا هاد الارض حنا الوالد والوالده الله يرحمهم ملي هبطوا للقنيطره هبطوا باش يقريو خوتي اللي كبر مني باش يدخلوا للمدرسه، ولكن بقى ارتباط بالباديه. اذا عطله ولا ماشي عطله، الباديه هي الباديه. هذيك هي افران ديالنا، وهذيك هي مارتيل ديالنا، وهذيك هي اكادير ديالنا. ما كنعرفوش حاجه اخرى من غير الباديه. كنمشيو لها، كنلعبوا، كنشجر، كنجمعوا الكرموس، المهم كنديروا اللي كيديروا الناس في العروبيه كامل. غتبقى الامور هكذا. كنديروا هذا الشيء في النصيب الجماعي ديال الوالد. وقتاش غتولي المعاناه نحسوا بها اكثر؟ ملي المدينه ديال القنيطره غتبدا توسع. ملي غتوسع فين غتوسع في الاراضي المجاوره منهم حنا جماعه الحداده. غادي ياخذوا منا انا ما محسوباش. غياخذوا من الجماعه 52 قطار باش يديروا التجزئات السكنيه، وفي المقابل غيعطيو الجماعات بقع مجهزه صالحه للبناء، غيعطيوها للرجال اللي مزوجين. غياخذها 632 راجل مزوج،
غياخدوها. اذا غياخدوا الرجال ومنهم خوتي 8 د الخوت، 3 كبر مني و5 صغر مني، وانا نقزوني ما كايناش. غادي ياخدوها وغادي يبنيو الديور بجوج ديال الطبقات بالبارابول حتى هما، وبالجليج وبالجاج وبالبيبان ايوا وخوتهم واخواتاتهم. خواتاتهم الا كانت واخده شي واحد من الجماعه راه غتستافد منه بطريقه غير مباشره وغادي تمشي معاه. وإلا كانت واخده واحد براني او ما تزوجاتش بالكل او مطلقه، ايوا راه كاين واحد البرارك، كاين واحد الدوار، دور الصفيح غتمشي له. دور الصفيح ملي كنقول دور الصفيح راه لا ماء لا ضوء، والماء الحار تيجري من مور البرارك. هذا هو النصيب كان ديال النساء في البرارك. والمفارقه العجيبه انه في الحداده كانوا الديور اللي ساكنين فيهم الاولاد في واحد بحال الكديه، والبرارك ساكنين في واحد بحال الحفره، لدرجه ان هذاك الدوار مسميينه دوار الحفره، باش ملي تكون دايز في الطريق ما يبانلكش. بقاو البنات ساكنين في هاد الدوار. ما كاينش حتى استثناء. انا كنقولها ونعاودها، لا معاقه لا فقر، كلشي خلاص. الفقر كاين في الاراضي الجماعيه، كاين الفقر، ولكن عند النساء اكثر. الحاجه اللي نسيت ما قلتش هي ان كلهم العيالات ما كياخذوش. وإلا كانت شي امراه مزوجه من واحد من ذوي الحقوق وتوفى راجلها وخلى لها ولد واحد ذكر، بسبب ذاك الولد كيقدروا يسجلوها على مسبه الولد. وإلا كان راجلها توفى وخلى لها 12 البنت، 10 البنات ولا 12 ولا 8، كتحيد ما عندهاش الحق. وإلا كان خلاها في شي ارض فلاحيه كيجريو عليها، والقبيله كتاخذ ديك النصيب الجماعي. اذا هكذا الحال. اذا هاد اول تفويت كان عندنا مقابل البقع الارضيه كان في 93. ما قدرتش نهضر. علاش؟ لان شي كيسميك حستيهم، شي كيسمي، وانا كنت محتاجه فقدت الناحيه الماديه، ما بغيتش نفقد السند المعنوي، ما بغيتش نفقد الاخوه. ما كاينش الاب، ما كاينش الام، كاين غير هما، ما كاينش اخت، ما كاين، هما فيهم كل شيء عندي انا. اذا بغيت هذوك الاخوه ما نضيعهمش. بركه ضاع المادي ما يضيعش المعنوي. كانت ديك الغصه هنا واقفه ليا، ما عمرني ما قدرت نهضر، ما قدرنا. ولكن واحد النهار جمعت راسي وقلت خصني ضروري نهضر. ولكن باش نهضر خصني يكون عندي ما نقول. حنا بلاد دولة كنسميوها إسلامية، وانا كان سلاليين كلهم مسلمين، خصني نعرف باش نجاوبهم. مشيت نبحث، قلت هادو اللي كيقولوا لي هذا هو العرف، خصني نعرف. لقيت ان العرف لا، العرف ماشي اللي بغيتي تدخلوا في العرف وتقصيني وتسمي هذاك العرف. لقيت العرف انه عنده ضوابطه، ما يمكنش يكون ضد المنطق، ما يمكنش يكون ضد الفطره. انك انت حيت خلقتي راجل تاخذ، وانا لان ربي خلقني امراه خصني نتعاقب ونتحيد. لا ما يمكنش. انا عطيني علاج، لا ما لقيت حتى شي حاجه. ما يمكن. ما مشيت نقلب، وانتم مسلمين انا نشوف شي حاجه نقولها لكم باش نقنعكم ونوريكم راه نتوما غالطين. مشيت كنلقى ان في الاحاديث كاينه النساء شقائق الرجال. لقيت اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لقيت المهم لقيت احاديث اخرى، ولقيت ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء. وهذا الشيء كله فحشاء. اننا حنا كبرنا في عائله وحده، كناكلوا من طبسيل واحد، اب واحد، ام وحده، وغير كنكبروا. انت حيت راجل ذكر، انا ما بقيتش نبغي نقول راجل، انت ذكر عندك امتيازات وانت امراه، خصنا نعاقبوك. يا ريت
كنقول لهم دكار هو كياخذ الامتيازات ديال دكار وما كيتحملش المسؤوليات ديال الراجل. ما معنى المسؤوليات؟ انه يتحمل اخته ويتحمل عمته ويتحمل خالته. هذا الشيء كله ما كانش، لان هذا الشيء هذا النظام الا كان قديم راه كان مع هذا التضامن والتكافل، كان شويه كيهدوا. اذا هذا هو اللي خلاني نط نقول لهم ما يمكنش هذا الشيء يستمر، ما يمكنش. اذا باش ما نطولش كثير، حاولت نشوف بعدا درت لائحه ديال النساء اللي متضررات. كان عندنا عزاء وسولتهم واش نتوما موافقين على هذا الشيء؟ ما كاينش اللي غادي تقول لي واخا. سجلت 1600 امراه ودرت لائحه ديال الرجال اللي كيساندوا النساء في المطالب ديالهم. وحاجه ظاهره، مشيت قلبت على الرجال اللي عندهم 8 د البنات وولد واحد، ما مشيتش قلبت على اللي عنده 8 ديال الولاد وبنت وحده. هذوك كلهم ساندوني. سجلت واحد 650 راجل. وكنت ديك الساعه كنفكر في دعوه في المحكمه. مشيت شفت واحد السيد كان في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ماشي المجلس الوطني، قبلت البرلمان، عنده محامي. هو صيفطني الاستاذ بن عمر الله يكثر خيره. ملي حكيت له قال لي هذا الشيء ماشي خصو دعوه، هذا الشيء خصو ضجه، هذا الشيء خصو فضيحه، ما يمكنش هذا الشيء يستمر. هذاك الشيء اللي درت، بديت كنقلب على الجمعيات، دقيت على بيبان جمعيات وبدون ذكر اسماء. كاين اللي قال لي حنا كنشوفوا المراه المطلقه وكنشوفوا النفقه وكنشوفوا مشيت لوحده اخرى ومعروفه في الساحه، واش عندك شي بحث، واش عندك شي تقرير، واش عندك؟ انا جايه نشكي، انا خصني اللي يعاونني. انا بغيت نجيب لكم المشكل، نتوما اللي عندكم منظمه وعندكم ناس كيبحثوا، عندكم اللي خصكم تساعدوا. ما لقيتش. شنو درت من بعد؟ مشيت الكليه كنعرف واحد الاستاذ، صيفطني الاستاذه اخرى وهو يقول لي سيري للجمعيه الديمقراطيه لنساء المغرب. بصراحه ما كنتش كنعرفها. مشيت لها. ملي مشيت لهم الاخرين كانوا كيوقفوني في الباب كيهضروا معايا جوج كلمات وكيطلقوني. ملي مشيت الاخرين عطاوني كرسي. بعد الاول التغيير الاول بسيط، راه كيبان بسيط ولكن راه مهم. عطاوني كرسي وقالوا لي شنو. بديت نحكي خويت قلبي ديك النهار. بحال العاده يمكن بكيت شكيت لهم، عاودت لهم كل شيء. ما ملي كنقول لهم النواب ديالنا كيسحب لهم، كنهضر على النواب ديال البرلمان، وانا كنهضر على النواب ديال الجماعه اللي كيقصيو وكيقولوا لا حنا عندنا في العرف ما كاينش المراه، ما يمكنش المراه تدخل. اذا عطاوني، صمتوا ليا وسمعوني، ما طولوش معايا. عطاوني اسبوع نرجع لهم بواحد الورقه اللي كتلخص الموضوع. رجعت لهم وكنظن هذيك هي الانطلاقه. اذا في 2007 هذا الشيء كان مارس ولا ابريل. اذا حنا من العدم خرجنا، لان كنا ملي كنقولوا الجماعه كنقولوا الرجال الجماعه، النساء كانوا ما كاينينش، كانوا ملغيات، كانوا هما في الواقع كاينين، الخدمه كاينه والثمره كاينه، ولكن في الحقوق كانت المراه ما كايناش. اذا من 2007 بدينا نحسوا اننا حنا كاين الوجود، غادي نبانوا. اذا الجمعيه الله يكثر خيرها، الجمعيه الديمقراطيه لنساء المغرب، وعلى راسها امينه المريني ونعيمه وربيعه الناصري، ما نذكرش اسماء باش ما ننساش الناس ونصدق تعديت عليهم. اذا حسات بالموضوع ديالها، ولكن مساندنا، ولكن حنا اللي كنخدموا. قلبت على الجماعات اللي جيراننا، جماعه ولاد وجيه، جماعه الساكنيه، جماعات اخرين، وكنا كنمشيو هكذا. بدينا كنشوفوا النساء وكيمشيو معنا الجمعيه. كانوا النساء في الاول كيخافوا، كيحشموا، الرجال كيهددوهم بالطلاق، كيهددوهم بزاف ديال الحوايج. اذا بداو في الاخر تيقول لك ما بقى عندنا ما نخسروا،
ما بقى عندنا ما نخسروا. بدينا كنمشيو للجمعيه، الجمعيه كونات، الجمعيه دارت التواصل، الجمعيه عرفات بالصداو، الجمعيه عرفات بالحقوق ديال النساء شنو هي، الجمعيه ورات كيفاش تهضر مع القايد، كيفاش تهضر مع النايب، كيفاش تواصل. الجمعيه خيرها كبير علينا. ما استغربنا في 2009 هذا الشيء، في 2007 في 2009 غيخرج قرار كيخص الجهه ديال القنيطره وبني حسن كيتسمى الجهه، انه كتجربه كنموذج انه غادي يعترفوا للنساء بهذا الحق، ولكن غير ملي يكون التفويت ما عندهاش الحق في الارض. ملي يكون التفويت ويكون مدخول ديال داك التفويت غادي تستافد المراه، ومن غيره ما كانش. ومن بعد ما يمكنش، واش في المغرب غادي تبقى هاد الجهه تاخذ وهاد الجهه لا. من بعد عموه في 2010 هاد الشيء قبل الدستور ديال 2011. ملي جا الدستور ديال 2011 بالفعل جات الدوريه ديال صافي ترو دو ميموار، جات دوريه نسيت دابا 2012، الدوريه ديال 2012 اللي كتعترف للنساء بكل الحقوق اللي عند الرجال. والحمد لله غير ولكن هي اللي كاين هو اننا دابا حاليا كنتسناو ان الظاهر ديال 1919 يتغير ويتحيدوا منه الاعراف، لان كانوا كيقولوا التوزيع ديال الارض يمشي بالاعراف، ولكن كينقزوا على واحد القضيه والتعليمات ديال الوزاره الوصيه. والوزاره الوصيه هي وزاره الداخليه. كان كل شيء كينسى هذا الجزء، انه باش ملي وزاره الداخليه كتبغي تنساك كتقول لك ايوا غير الاعراف، ايوا راه النايب ما بغاش والجماعه ما بغاتش، ولكن كاينه هذا التعليمات، والتعليمات كيجيو في شكل دوريات. وحنا حاليا كنعيشوا بالدوريات، وكاين الناس اللي كيقول لك ايوا الدوريه ماشي انا شخصيا الدوريه مادام انها ما كتناقضش مع القانون اللي فوق منها، ومادام الظاهر ديال 1919 كينص عليها بمعنى كتدخل في القانون، بمعنى انها تطبق. وحاليا عدد ديال النساء خداو حقهم عن طريق الدوريات، وحنا بصدد كنتسناو ان الظاهر ديال 1919 يدخلوا عليه تغييرات، والمراه تولي تستافد حقها يكون واضح. ما نتسناوش دوريات، يولي قانون اللي كيضمن لها حقها. وطولت عليكم. ميرسي بوكو رقية. شكرا. ميرسي. C'était on savait que ça allait être long, mais on a pris le parti de laisser une parole beaucoup plus longue à Arkia, parce que c'est une histoire qui... Oui, oui. Mais on pourra lui donner la parole tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, elle est naïba. Ouais. J'ai passé à Hayat, qui est une militante des droits des femmes, qui œuvre pour le renforcement des droits civiques et politiques avec un prisme économique aussi, qui est assez nouveau. Et vous accompagnez les instances de l'État pour les sensibiliser au traitement du genre. On va vous écouter sur les initiatives que vous faites un peu partout sur le Maroc. صباح الخير. سعيدة لتواجدي والمساهمة في هذا المنتدى. أشكر الأستاذ اليزامي لأنه أتاح لي فرصة المشاركة من خلال الشهادة ديال الصديقة. أقول لكم بأن تجارب الحركة النسائية بالمغرب كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وللأسف غير مرئية. تجارب النساء بالمغرب وتجارب الحركة النسائية في المغرب تتعدى الحملات المرافعة والمناصرة، تعدت وفاقت. بدأت بالمرافعة حول القوانين
لأن المغرب كان يعرفه نقصا حقيقيا في مجال التشريع في المساواة، ولكن التجربة علمت الحركة النسائية على أنه يمكن أن نحصل على المساواة على مستوى القوانين، ولكن سوف تظل دائما الفجوة ما بين المساواة في القانون والمساواة على أرض الواقع. وهذا الصباح سوف أتقاسم معكم تجربتين رائدتين، هي تجارب لمكونات الحركة النسائية وليس فقط لجمعية واحدة، لأن التغيير المجتمعي من الصعب جدا أن نقول على أن فرد أو جماعة واحدة استطاعت أن تحدث التغيير لوحدها. هو فعل جماعي، هو فعل مجتمعي يساهم فيه كل المكونات، ليس فقط الحركة النسائية ولكن أيضا الحركة الديمقراطية وحركات الحقوقية داخل المغرب. التجربة الأولى هي تجربة تشجيع المشاركة السياسية للنساء والوصول إلى مراكز القرار. هذه التجربة ابتدأت منذ سنوات، ولكن أنا سوف أركز فقط على 2008 حتى 2015 لأنهم هذه اللحظتين التاريخيتين، اللحظتين الأساسيتين، لأنهم اللي عرفوا التمثيلية، تشجيع التمثيلية عبر نظام الكوطة. التجربتين لعبت فيهم الحركة النسائية دور أساسي في تغيير وتعديل القوانين، وبالأخص بعد القانون بعد الدستور 2011، أي أننا استطاعت الحركة أن تدمج داخل القوانين التنظيمية، أن تقدم مشاريع أو أن تقدم مذكرات مطلبية بنصوص قانونية واضحة ومبررات واضحة تظهر من خلالها أهمية المشاركة النسائية في تدبير الشأن العام سواء الوطني أو المحلي، ليس فقط المشاركة من أجل المشاركة أو التواجد من غير التواجد من أجل التواجد، ولكن الدور الذي يمكنه أن تلعبه النساء في الحكامة وتجويد الحكامة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. في بداية هذه التجربة ونحن نقوم بالحملات الترافعية كنا سمعنا كثيرا على أننا لا نتوفر على النساء، وأننا لا يمكن أن نطلب من الدولة ومن المؤسسات أو من المشرع أن يدمج العدد، وإحنا كنا نطمح إلى المناصفة، كنا في بداية ثلث ومن بعد كبر الحلم للمطالبة بالمناصفة على أنه ليست هناك نساء. صحيح لا تتواجد النساء ممكن داخل الأحزاب السياسية، وهذا ليس دور المجتمع المدني، هو دور الأحزاب السياسية، لأن الدور الأساسي ديالها هو تأطير المواطنين والمواطنات، ليس شأن الحركة النسائية هو شأن حزبي. ولكن ساهمنا كحركة وكمكونات حركة نسائية في إعداد تقريبا 3000 امرأة على المستوى الوطني اللي هما منتخبات مستقبليات. هيئناهم قبل الانتخابات، هيئنا خزانا انتخابيا للأحزاب السياسية، والمعطيات المتواجدة لدى الهيئة الرسمية المعنية بالانتخابات تظهر على أنه تقريبا 50% من النساء اللواتي شاركنا في الانتخابات في 2009 هم نساء قادمات من العمل المدني، هم نساء قادمات من التعاونيات ومن التجارب التي كانت، يعني أن المجتمع المدني ساهم في الديمقراطية عبر إعداد النساء وتهيئهن لهذا. التجربة الثانية التي يجب أن نتحدث عنها
في الاول كانوا كيقولوا لنا الاحزاب السياسيه على ان النساء غير مؤهلات، ولكن الا درنا جوله عبر المغرب، الا جلسنا والناس اللي كيشتغلوا على المستوى الترابي كيعرفوا هذا الشيء. تواجد النساء داخل الجماعه رغم قلته في المرحله الاولى سمح لباقي النساء داخل العالم القروي وداخل المدن الصغرى، ساعدهم على ولوج الفضاء العام برمته وليس فقط في المجال السياسي. تواجد امرأة أو اثنتين أو 4 نساء في جماعة قروية صغيرة أحدث تغييرا مجتمعيا لا يستهان به وغير مرئي أيضا. المرأة داخل الجماعة القروية الآن يمكنها، أي امرأة داخل الجماعة يمكنها أن خرجوا رقيات. عندنا بزاف ديال الرقيات، عندنا بزاف ديال النساء في العالم اللي غير مرئيات، انا كنسميهم النساء الغير المرئيات، ولكن هما يحدثون تاثيرا مجتمعيا. كيديروش تاثير في القوانين ممكن، ولكن يؤثر. الان المراه في العالم القروي اللي هذه 10 سنوات كانت اذا كانت كتبغي تمشي للاوتيل ولا باش تحضر دوره تكوينيه ولا باش تخرج من البيت ديالها كانت مجبره على انها تكون مرافقه اما بذكر او بامراه مسنه. الان اصبح بامكانها ان تذهب الى دوره تكوينيه لمده 3 أيام دون مرافق. كاينه تجربه رائده خاضتها الحركه النسائيه باش احترمنا بها شنو هو الاحتياجات الآنية ديال هاد النساء، وهي انه خلال الدورات التكوينيه النساء كانوا كيجيو مصاحبات، وبالاخص النساء اللي عندهم اطفال صغار ورضع كانوا كياتيو مصاحبات بازواجهن، وكان الازواج هما الذين يلعبون دور الحاضن للاطفال. وكان عندنا تجربه تحول فيها الرجال الى مناصرين ومدافعين على قضايا النساء، وأسسوا جمعيات تدافع على الحقوق الإنسانية للنساء في دواوير مغربية وليس في مدن مغربية. التجربة الثانية، والبارح تكلمنا على أن المساواة هي سياسة، هي وسأمر إلى تجربة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في المرحلة التالية. شكرا. Je voudrais redonner la parole à Myriam El Khomri parce qu'elle travaille aussi sur un sujet très très important qui est l'apprentissage de l'égalité pour la petite enfance, dans les écoles, dans les maternelles, où on peut apprendre aux petits garçons et aux petites filles les notions d'égalité. Oui, nous avons beaucoup parlé hier de l'enjeu culturel. Et je pense qu'on est nombreuses, vous êtes nombreux à le penser ici, qu'il faut impérativement engager un travail de déconstruction des stéréotypes et de répartition des rôles sociaux. Et pour cela, c'est bien sûr la question de l'égalité, de l'enseignement de l'égalité filles-garçons. Et cette question-là, elle doit se poser dès l'école. Elle doit se poser dès l'école pour plusieurs raisons. La première, c'est ce qui permet de prévenir les violences faites aux femmes. La deuxième, et j'ai été ministre du Travail, et en l'occurrence c'est essentiel aussi, c'est aussi d'assurer davantage de mixité dans les métiers. Ça, c'est aussi un impératif. On n'est pas assigné dans les métiers de la petite enfance ou des services à la personne, que ce soit des femmes, et dans les métiers scientifiques ou du numérique, que ce soit des hommes. Cette réalité-là, il faut pouvoir dire aux petites filles que c'est possible pour elles. Et puis, c'est aussi un enjeu très important pour améliorer le climat scolaire. Et donc, pour moi, c'est ces 3 objectifs derrière l'enseignement de l'égalité filles-garçons qui se joue. Et ceci, on peut le faire dès l'école et même dès l'école maternelle. En tant qu'élu local, à l'époque, c'était avec Bertrand Delanoë, il avait une adjointe, une première adjointe, qui était Anne Hidalgo, et qui était adjointe à l'égalité filles-garçons. Et Anne Hidalgo, à l'époque, a imposé que dans toutes les classes de 5e et de 4e,
de tous les collèges parisiens. Elle mettait en œuvre un programme, je crois que le modèle s'appelait Cet autre que moi, et c'était des petits films qui racontaient une boum et une jeune fille qui dit non, et non c'est non, voilà, des choses comme ça. Et ça a été c'était des méthodes aussi à l'époque, c'était beaucoup le Canada qui nous inspirait sur ces différentes méthodes de prévention. C'était extrêmement important de pouvoir se dire que tous les gamins qui ont été en collège à Paris ont eu en 5e et 4e, et derrière il y avait des échanges. Parce que tout l'enjeu derrière, c'est aussi de développer l'esprit critique de ces jeunes. Et puis après, c'est Najat Vallaud-Belkacem, en tant que ministre, qui a fait beaucoup, puisqu'elle a mis ce programme au plan national, notamment dans les ateliers périscolaires à l'école. Moi, j'ai 2 petites filles, une qui est en maternelle et une autre qui est en primaire. Elles sont dans des écoles dites en réseau d'éducation prioritaire. C'est notre secteur, et parce que c'est des écoles où il y a peu de mixité sociale. Mais en l'occurrence, un trimestre en moyenne section et un trimestre en CP et CE1, elles ont eu un trimestre autour de l'égalité filles-garçons. Et là, elles ont parlé des métiers. Et là, on a montré aussi qu'on n'était pas... Vous savez, derrière les jouets, il y a aussi une assignation, c'est-à-dire les filles vont jouer à la poupée, à la cuisine, et les garçons vont jouer à la voiture. C'est toutes ces questions-là qu'ils déconstruisent dès le plus jeune âge. Et oui, ça demande de la volonté politique. Oui, ça demande bien sûr quelques moyens. Mais je crois qu'impulser ça en termes de politique publique par un État ou par des collectivités, c'est essentiel. Parce que ça permet, lorsqu'on en fait aussi une grande campagne de communication, ça permet aussi dans la cellule familiale de dire que tout le monde va essayer de déconstruire ces stéréotypes-là. Et je pense que tout à l'heure, moi j'ai parlé beaucoup de la question de la prise en charge des victimes. Je pense que l'enjeu de prévention, il est tout aussi important. Et que ces jeunes générations, en effet, si on ne veut pas que ces inégalités se reproduisent, il faut impérativement enseigner l'égalité filles-garçons. Merci, Myriam. Ça rejoint ce qui a été dit hier aussi, que tout commence et tout finit par l'éducation et l'instruction. Je reviens à vous, Amina. Vous êtes très présente dans les forums et dans les rencontres panafricaines. Je voulais, mais rapidement parce qu'en fait l'heure tourne, que vous nous parliez un peu des initiatives africaines pour améliorer l'image de la femme. Toujours le même problème. Merci. La grosse initiative, c'est justement la question des panafricaines. La première édition s'est passée le 8 mars passé à Marrakech. Et je vais profiter, faire un coucou à Fataya qui est dans la salle, qui a concrétisé une vision avec le comité parité diversité de 2e à travers cette initiative. L'initiative des panafricaines, c'est avant tout une initiative de booster le débat, non seulement en faveur des femmes, mais aussi en faveur en tout cas de toute l'humanité, particulièrement des communautés africaines, pour que nous puissions, nous femmes de médias, avec nos spécificités, contribuer au développement global de l'Afrique. Donc, ça veut dire que la question de la femme étant transversale, nous sommes sur toutes les thématiques, mais avec une vision un peu plus, en tout cas, coercitive sur les questions de femmes en particulier. Ça a été l'occasion pour nous de nous retrouver, pratiquement 100 femmes journalistes d'Afrique. Nous avons échangé et le résultat magnifique de cette initiative, c'est que, en tant que femmes, nous nous sommes dit, participons aux efforts de développement, participons à l'amélioration des espaces de communication des communautés, avec notre spécificité de femmes, pour que nos différences ne soient plus des obstacles. Par contre, que nos différences soient des traits d'union. Et ça, c'est aussi un bel exemple de ce festival. Cette question de mixité, d'intégration. En tout cas, on ne sent pas de frontières.
Ces 2 jours, moi, je n'ai pas senti que je ne suis pas chez moi. Je me retrouve partout, à travers la musique, à travers les échanges. C'est aussi ça, des initiatives de construction d'une société. Il faudrait que nous essayons de vivre en société en tant qu'élément de la société, que nous oublions que nous sommes ou des femmes ou des hommes, mais plutôt que nous sommes des êtres humains et que le vivre ensemble doit être, pour moi, en tout cas, un impératif aussi qui va nous conduire à l'égalité. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Ruqayya, mais rapidement cette fois, pour vous poser la question concernant cette nouvelle vie que vous avez en tant que députée de la communauté, je pense, Naïbat al-Jama'a, ou représentante de votre communauté. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et comment vous voyez l'avenir de ce mouvement de Solaliyat? Oui, justement, elle est maintenant à un poste de décision. غادي نرجع مرة أخرى باش نقول على أنه غريب الأمر. من الإقصاء غادي ندوز نولي نائبة في الجماعة، بمعنى أنني غنولي نسير حتى أنا، ماشي أنا بوحدي، كاينة إحنا 4 نساء. في الحقيقة كنا درنا الطلب لأن الدستور 2011 كيعطيك مساواة في الحريات وفي الحقوق المدنية والاقتصادية، إذا علاش لا؟ علاش؟ ومن بعد مادام أن الإدارة الوصية اللي هي وزارة الداخلية اعترفت لنا بحقنا، أننا عندنا حنا بحال الرجال الحق في ديك الأرض، إذا ولينا من ذوات الحقوق، بمعنى أنه كيف الراجل كيف المرأة من حقنا أننا نختاروا من يدبر شأن الجماعة. إذا تقدمنا، ولكن اليوم غادي نسلم على شي حد ساعدنا بزاف. شكون؟ السيدة زينب العدوي، كانت جات والية في تيقولوش والية، سيدة والي في القنيطرة، كانت يلاه جات بشوية، باقي ديك الحماس ديال التعيين وهذا، جات 8 مارس يكون حدث مع الوصول ديالها، حدث كانت ديك الساعة الجماعة اللي قبل منا مهدية عينوا فيها 5 ديال النساء، 5 أو أكثر، 5 ديال النساء. ايوا حنا هذيك هي، حنا كنا دايرين الطلبات قبل، ولكن كانت هذيك هي الفرصه اللي غادي نركزوا عليها، وغادي اون با فيغ ابيل، غادي نبقاو نعاود نديروا التذكير ديال الطلبات ديالنا باش حنا نكونوا نائبات. علاش لا؟ مادام اننا ولينا ذوات حقوق، ولينا محسوبين في الجماعه، من حقنا حتى حنا نشاركوا في التدبير ديال ديك الجماعه. وكثير شي حنا عشنا الظلم وعشنا الاقصاء، وغادي نحاربوه، لان حنا ماشي بحال الاخرين. الرجال متاسفه نقولها، الرجال ملي كيكونوا يدبروا ماشي بحالنا، اذا كيقدروا كنلقاو فيهم الفساد، كنلقاو فيهم بزاف د الحوايج. النساء لا، النساء حنا عندنا باقي الالم ديال الاقصاء كاين، باقي الالم ديال الظلم اللي عشناه ملي دخلنا. هذا هو الهدف اللي عندنا، اننا حتى شي واحد ما نظلموه. كنقصد ما نظلموش، اذا نطبقوا القانون، ما نظلموش، ان دائما في الحوايج اللي ما واضحينش دائما قدامنا التاويل ديال الدستور اللي كيهضر على الانصاف، وكيهضر على تكافؤ الفرص، وكيهضر على العداله. اذا هادشي دائما قدامنا. اذا قدمنا، عاود ذكرنا بالطلب ديالنا، وحنا 4 ديال النساء اللي في الحداده. ومن جمله الامور اللي درنا، كانوا الرجال كيديروا في اللوائح كل اللي عنده البطاقه، لان اصلا ما عرفتش واش كتعرفوها ولا لا، الاصل في الاراضي الجموع كياخذوا اللي عنده الخيمه، كنقول له اللي عنده المسؤوليه، اللي مزوج. من بعد وهادو اللي كيديروا هذا الشيء، جو ريزوم. Justement, c'est très difficile de l'arrêter. كانوا
كيديروا المزوجين، ولكن الرجال ملي لاحظوا على ان الاولاد ما بقاوش كيتزوجوا بكري، بداو هما يقولوا غادي نبداو نديروا البطاقات. مع البطاقه البيومتريه ولات تعطى في 12 عام، ولاو يقيدوا الاطفال. ملي حنا ولينا نساء قلنا لهم نيت 18 عام الماجور عاد تسجل، ولينا كنقيدوا اللي عنده سن الرشد هو واللي ولد البلاد. وما نطولش اكثر. شكرا. شكرا لك. Je reviens à Hayat. Cette fois-ci, pour nous parler un peu de votre action sur le terrain, du concret. Vous avez vraiment des cas particuliers à nous raconter. Vous faites des formations, des instances à la construction des budgets sensibles au genre. Et vous voyez différents profils un peu partout dans les villes marocaines. تجربة حول الميزانية للنوع الاجتماعي ما غتفوتنيش لن تفوتني اللحظة لأشكر سيدتين مناضلتين ساهمتا في إرساء هذه المجموعة ديال العمل للجمعيات العاملة حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، هي الأستاذة تويمي بتجلول والأستاذة ليلى الرحيوي، اللي كانوا مبادرات لخلق والمساهمة في خلق هذه المجموعة. هذه المجموعة تشتغل على تتبع السياسات العمومية والإدماج العرضاني للنوع الاجتماعي في السياسات العمومية، وكذلك في الميزانيات على المستوى الوطني الميزانية العامة، وعلى المستوى الترابي ميزانية الجماعات المحلية. الوقت ما كيسمحش باش ندخلوا في أكثر، ولكن غنعطي نموذج ديال القطاعات اللي اشتغلنا عليها، وهو قطاع الصحة. الإدماج العرضاني للنوع الاجتماعي وفي الخصوص في الشق المتعلق بالعنف تجاه النساء. كتعرفوا بأن في العنف هناك مجموعة من المتدخلين في السلسلة ديال الاستقبال ديال الحالات، منها الشرطة، منها أول وحدين كتمشي لهم كتلجأ لهم المرأة هي الصحة، الشرطة، ووزارة العدل في المرحلة الثالثة. إذا هاد لاشين، هاد السلسلة هذه فيها 3 أو 4 ديال المتدخلين من أجل ترجمة هذاك القانون اللي عندنا ديال مناهضة العنف. خصنا إمكانيات مالية باش نرجعوه سياسات عمومية عند أكثر من 3 المتدخلين في العنف، لأن كاينه الإعلام أيضا وكاين التعليم أيضا. هذه قضية اللي فيها 5 ولا 6 ديال القطاعات ميزانية. إذا خصنا سياسة عمومية في كل قطاع من القطاعات ال5، وخصنا تكون عندنا واحد التنسيق ما بين هاد 5 أو 6 متدخلين. وما كيبقاش هذا الشيء في النظري، خصو الامكانيات الماديه باش يرجع حقيقه، باش تولي المناهضه ديال العنف حقيقه ومعيش يومي لدى النساء. وحينما نشتغل على هذا المستوى هذا كنكتشفوا على انه لا تنقصنا في حالات كثيره الامكانيات الماليه، ينقصنا الوعي لدى المسؤولين والمدبرين لهذه القطاعات على ضرورة إدماج هذا التحليل داخل السياسات ديالهم العمومية. ينقصنا أيضا كفاعلين مدنيين فهم واستيعاب وتملك هذه آليات التتبع للسياسات العمومية. وممكن على أن الأدوار المستقبلية للحركات التي تشتغل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الاهتمام بتتبع السياسات العمومية، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الترابي. لماذا؟ لأن إصلاح المنظومة المالية في المغرب الآن تسمح على أنه مجموع البرامج الحكومية تنطلق من المستوى الترابي، وهذا هي الأهمية ديال الاشتغال مع الهيئات المساواة على مستوى الجماعات الترابية. هو عمل شاق
غير مرئي غير مكافأ عليه ويتطلب النفس الطويل ويتطلب إرادات نسائية وحقوقية ومدنية على المستوى الترابي وعلى المستوى الوطني. شكرا. Merci beaucoup. Cette approche transversale, d'ailleurs, rejoint votre intervention tout à l'heure, Myriam, sur ce que vous avez fait dans le 18e. Nous allons nous adresser maintenant à la salle pour prendre des questions. Nous avons une demi-heure pour ça. Devant. Bonjour, Abdelkader Tnani, éditeur. Je voudrais signaler la thématique de ce forum qui est l'impératif d'égalité. Madame Markhia Belloud vient de citer un cas où elle a remercié une dame qui l'a aidée en tant que gouverneur de la région de Kénitra. Mais n'oublions pas, il faut qu'on retienne cette mémoire très importante, qu'il y a des grands commis de l'État qui ont fait un travail remarquable. Et je donnerai un exemple, je me permets de le donner, sans avoir l'accord de personne. C'est qu'un grand commis qui a été directeur général d'un grand office qui s'appelle l'ODEP, qui a encouragé la parité, bien avant. Ensuite, il est passé à la RAM, au Royal Air Maroc, où il a encouragé encore les femmes, et la parité surtout. Et il est passé après comme Wali, et c'était un des premiers Wali à avoir une femme comme directrice de cabinet. Et puis, comme ministre, il a aidé beaucoup de femmes à accéder au poste très important de Wali, et je voudrais qu'on le remercie. Et il est présent ici avec nous dans la salle, c'est Mohamed Hassan. Mais les initiatives personnelles et les efforts de certaines personnes n'ont jamais été niés. C'est juste que ça n'est jamais assez. Il faut beaucoup. Alors, oui. Fatiha. Bonjour. J'ai juste une question par rapport à tout ce que l'on a entendu depuis hier dans les différents débats. Est-ce que l'impératif de l'égalité doit passer par l'impératif d'un engagement politique des femmes? Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire bouger les choses, quand on voit les différentes initiatives, elles sont obligées de passer par là? On a entendu hier notamment l'intervention de nos consoeurs tunisiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impératif de l'égalité doit passer par là? Que les femmes aient le courage de s'engager politiquement et qu'elles se lancent dans la politique pour bouleverser peut-être et provoquer le changement? On va donner la parole à la représentante des femmes politiques dans le panel, Myriam. On est deux maintenant, oui, c'est vrai. Des femmes politiques. C'est compliqué parce que on voit bien que si on veut aller plus vite, il faut qu'il y ait une volonté politique, des arbitrages budgétaires et du développement, c'est-à-dire une société civile en mouvement et une capacité... si vous n'avez pas de structure d'hébergement pour les femmes victimes de violences, elles n'iront jamais porter plainte parce qu'elles resteront à domicile et donc elles se reprendront des coups. Donc on voit bien que pour avoir une action efficace et durable, c'est plus une coalition, je pense, d'intérêts entre le politique, la société civile et la société civile. Et quand je dis le politique, c'est pas qu'au plan national. Tout à l'heure, moi, quand j'ai parlé des femmes toxicomanes, des femmes prostituées, c'est à l'échelle de mon mandat local que nous avons travaillé à cela. Et donc je pense qu'il faut une coalition de bonnes intentions. Après se pose la question de la parité. Ayat a parlé tout à l'heure de la question de la parité. En France, cette parité, elle est dans la loi depuis longtemps, mais beaucoup de partis politiques préféreraient payer des amendes que de la mettre réellement en œuvre. Ce qui a été radical, c'est les élections départementales. Le fait de ne pouvoir se présenter que si c'est un binôme femme-homme, ben voilà, on a 50% dans l'Assemblée. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les femmes politiques qui défendent le droit des femmes. Je pense qu'il y a des hommes qui se mobilisent sur cette question-là, et vous venez d'en citer un, en effet, et il y en a beaucoup d'autres. Donc, ce n'est pas qu'une question de femmes. Néanmoins, je pense que c'est la coalition, la capacité les uns et les autres à travailler dans la même direction, à tenir le même discours,
qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin. Merci Mariam. Je donne la parole à monsieur devant, parce qu'il a demandé un moment. Merci bien pour toutes vos interventions et puis pour ces réussites aussi sur les exemples des femmes en Afrique. Alors, moi, je souhaiterais que vous m'aidiez à répondre à une question qui renvoie à la question de l'estime de soi, je pense. Je sens depuis quelques années où je suis de nouveau sur le continent. Excusez-moi, je veux juste vous demander de vous lever, s'il vous plaît, parce que comme on est en direct, Si je me lève, ça qu'on prend puisse tout vous voir. l'espace. C'est pas grave. Vous avez le droit. Bon, d'accord. Non, c'est juste la question de l'estime de soi. Et vous présentez, s'il vous plaît. Ah, Fodé Silla, ambassadeur au cabinet du président de la République du Sénégal. Et je sens qu'il y a une constance en Afrique. C'est le fait que beaucoup de jeunes femmes ont encore des critères de beauté qui sont énormément liés à des normes européennes, occidentales, et que ces critères de beauté ont tendance à être les mêmes depuis très longtemps, liés aussi par les images qui sont diffusées, voilà, qui sont censées être toutes ces vedettes américaines qu'elles écoutent, des Rihanna, des Beyoncé. Et je sais parce que ça a des conséquences quotidiennes. Pour beaucoup de ces femmes en Afrique aujourd'hui, la beauté, ça reste encore le fait d'éclaircir sa peau, et notamment le fait d'avoir des cheveux extrêmement lisses. Et quand on va sur le port de Dakar aujourd'hui, on voit des tonnes de faux cheveux qui arrivent des pays asiatiques, et on voit énormément de produits éclaircissants, notamment qui sont des produits chimiques, et ça a des conséquences terribles. Et je pense que donc il y a un travail à faire. Ça peut paraître anecdotique, mais comme ça touche énormément de femmes de génération en génération, je pense que là, il y a quelque chose d'important sur lequel il faudrait que nous travaillions collectivement. Alors, je ne sais pas si dans les représentations de la beauté, dès qu'elles sont plus petites, mais je sais que les conséquences sont aujourd'hui un manque d'estime de soi. Et là où je voudrais vous poser surtout la question, parce que même nous, ça nous interpelle, c'est qu'à la fin, quand on discute avec des hommes, quel que soit leur âge, ils disent, mais nous, on n'en veut pas de ces femmes qui s'éclaircissent la peau, ces produits qui sont néfastes, qui coûtent énormément cher, alors que les femmes encore continuent, elles, à penser que ce sont des normes. Donc on arrive à un moment où on ne sait même plus si la question n'interpelle pas plus les femmes que les hommes. Merci. Merci. Toi, vas-y. Action concrète, nous à Château d'Eau et Château Rouge, nous avons fait une action de prévention avec tous les représentants des structures médicales, prévention sur le produit de blanchiment de peau, parce que c'est toxique, c'est des chimiques. Beaucoup ne respectent aucune réglementation européenne, en tout cas. Et donc, nous avons fait des descentes dans certains commerces. Donc, c'est un vrai sujet de santé publique. Je me permets juste de dire, des actions de prévention santé peuvent exister et doivent être renouvelées, cette question-là. Mais on est toujours sur la question de l'éducation. Mais est-ce qu'il y a cette prise de conscience en Afrique elle-même? Amina? Oui, justement, nous, c'est le rôle que nous jouons. Nous faisons de la sensibilisation pour un éveil de conscience, cette estime de soi. Pour nous, c'est important pour les femmes et à tous les niveaux, dans tous les secteurs, que ce soit des questions de santé publique, des questions les droits civils, les droits politiques. S'il n'y a pas une estime de soi-même dans toutes choses, personne ne peut progresser, même pas les femmes. C'est pour ça que dans nos capsules de sensibilisation, nous faisons en sorte que la femme, qu'elle cesse, en tout cas, qu'elle essaie de ne pas réfléchir dans sa tête en tant que femme, mais qu'en tant qu'être humain, élément de la société, comment faire pour régler telle question ou telle question, et comment surtout faire pour garder sa culture, même si on doit copier des autres, ne que copier les bonnes choses, les bonnes pratiques et rester soi. Merci Amina. On va en prendre encore une question. Madame? Vous êtes deux. Vous pouvez vous lever et vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Good morning. My name is Hannah Foster. I'd like to speak in English. Go ahead. I come from the Gambia and I work for the African Center for Democracy and Human Rights Studies. We are a regional institution. And I've been following the discussion since yesterday. It's very interesting. And gender equality is one of the areas that we work in at the African Center. And I just wanted to share a few experiences at the regional level.
what I have not heard here is the fact that there is an African Women's Protocol, which is the Maputo Protocol is referred to. And there's also the Solemn Declaration on Gender Equality in Africa, to which all African states have committed themselves. And I have not heard anything on that as well. And the third point is that of Women and Peace resolution, United Nations resolution on peace and security, 1325. I think it's also an area that when we talk about gender equality, we should be able to raise points. But then let me just say that there will be no gender equality without women's empowerment. Women's empowerment is key. And when we talk about women's empowerment, the women have to be ready to engage. We carried out research on women's understanding of law that concerned them in Gambia. And what we found out was that women did not even know about the existence of law at the international level, at the regional level, and even at the national level. We found out that men knew more about these laws that protect women than the women themselves. Then another research that we carried out was that on women and political engagement. We engaged the political parties. We looked at their constitutions and manifestos. We found out that all the manifestos, constitutions, they have made provisions for women's engagement. But then, when it comes to positions of power and decision-making, it is the men who are there. And what perhaps we need to be able to do is to make sure that we give more emphasis to the empowerment of women. Sure. And the women themselves have to know that they have to claim their rights. They don't need to sit and wait for these to be given to them on a silver platter. Thank you very much. Thank you. I think you will be more satisfied with the next panel because we have a representative of the UN, and maybe you can share with them your thoughts. Oui. Ok. On a encore un peu de temps. Donc, Madame était avant. Merci. Rizla Ben Achir, donc militante des droits des femmes. Militante des droits des femmes. Je voulais poser une question à Madame El Khomri, mais vu ce qui a été dit juste avant, je vais revenir sur une petite expérience que nous avons eue en tant que coalition féminine, et pour rejoindre ce qu'a dit mon ami Hayet, que les partis politiques, très souvent nous disent, au moment des élections, des échéances électorales, nous disent il n'y a pas de femmes. Désolé, nous on veut bien, mais il n'y a pas de femmes. Alors, dans cette coalition qui en 2009, qui se nommait Femmes pour Femmes, nous avons été voir tous les partis politiques et nous leur avons proposé, nous leur avons dit, voilà, on va vous proposer une liste de femmes et à ce moment-là, comme ça, vous pouvez les proposer en tant que Est-ce que vous pouvez être un peu plus concise, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus je beaucoup suis de temps. concise. Je pars très très vite d'ailleurs. Alors, donc nous avons donc proposé ces listes aux partis politiques, sauf que à la veille des élections et des échéances électorales, au moment où ils devaient déposer les candidatures, la liste a disparu au sein des partis politiques. Alors ma question pour Mme El Khomri, vous avez parlé de violence au niveau de la France, mais je voudrais poser une question qui est une sorte de violence très grave et très importante aussi, même si elle est interdite en France et même dans les autres pays, par rapport à l'excision. Voilà, merci. Mais rien de très court parce qu'on Très n'a vraiment court. plus de temps. Donc je vais parler très vite. Dans le cadre du réseau Femmes Victimes de Violences, qui maintenant est intégré à un schéma départemental, donc tout le département de Paris, qui est ville et département, un schéma départemental d'aide aux victimes. Dans les partenaires, il y a une association qui s'appelle le GAMS, qui est une association qui travaille que sur les mutilations sexuelles. Et donc c'est prévention bien sûr ciblée.
Je vois par exemple dans certaines populations du nord du Mali, où on a une communauté malienne importante à Paris, donc il y a comme ça de la sensibilisation qui sont faites en lien avec des centres socioculturels, ce qui nous permet qu'il y a un maillage. Alors, je ne vous dis pas que c'est complètement... il nous arrive d'avoir des jeunes filles qui retournent au Mali, par exemple, je parle du Mali parce qu'on a eu ce type de situation, qui repartent l'été et qui reviennent, qui ont malheureusement été excisées. Mais cette question-là, elle fait partie du réseau de partenaires, bien évidemment, et de la vigilance, notamment en lien avec les hôpitaux. Merci, Maya. Madame Chimi. Je voulais poser une question à Hayat sur la question du travail du collectif en matière de budgétisation sensible aux gens au niveau communal. Et je voulais savoir si, suite à tout l'accompagnement que vous avez fait, les formations au niveau communal et tout ça, est-ce que vous avez pu constater et documenter un peu des expériences de réel changement? Est-ce que vous avez pu documenter un peu des cas où vraiment il y a eu des changements au niveau budgétaire, d'allocation budgétaire pour le centre d'urgence? Et merci. بالنسبه للجماعات الترابيه هما تجربتين. انا نعطي تجربه رباط الخير مثلا، واللي من خلال الميزانيه ديالها تمت اضافه واحد الامكانيات وموارد ماديه جد مهمه، سواء بالنسبه للتربيه لكريش، وهي اول جماعه عندها كريش كوميونيتير، هي أول جماعة أيضا تتوفر على مخطط الطوارئ، لا جيستيون دي ريسك، تدبير المخاطر، لأن المنطقة هي منطقة جبلية تعرف تساقطات ثلجية، والمتضررين الأوائل اللي كانوا هما النساء، وكيمكن نقولوا على أنه كان مخطط جماعي حساس للنوع الاجتماعي. هناك أيضا جماعات بإقليم أزيلان كما تعرفون على أن نحن نتكلم عن تعلم عن تدرس الفتاة القروية، وهناك ونحن نعتبر على أن الوزارة الوحيدة المعنية هي وزارة التربية الوطنية، في حين على أن الجماعات الترابية لها دور أساسي في هذا المجال هذا. فهناك واحد لي غيبريك، واحد في الميزانية، داخل الميزانيه، اللي كانت الجماعات الترابيه ما كتستعملوش واللي ما كتعطيش موارد، في حين ان لا شيء في القانون يمنع، بالعكس الهيكل المالي ديال الجماعه الترابيه يسمح في مد هذا اللي ريبريك بالامكانيات الماديه. اذا كنا باغيين نشتغلوا على تمدرس الفتاه القرويه، الجماعه الترابيه لها دور كبير في المطاعم المدرسيه، وهي من بين الاسباب ديال انقطاع الفتيات عن التمدرس. هناك ايضا النقل المدرسي اللي هو اختصاص ذاتي للجماعات الترابيه، اي يعني ان الجماعه ممكن ان تدعم هذا لي ريبريك بيدجيتير. ملاحظه اخرى لاحظناها في بعض الجامعات وبالاخص الجماعات الترابيه، وهذه مهمه، بعد اننا في بعض الاحيان نتصور على ان تلبيه الاحتياجات الآنية للنساء خصها ميزانيات كبيرة، ولاحظنا في الجماعات ديال الازيل، في الجماعات القرويه ديال الازيلال، على ان عندنا واحد لا غيبريك كي ني با يوتيليزي، اللي هي الكلاب، هي الكلاب الضاله. غتقولوا ما علاقه الكلاب الضاله، وهذا هو السؤال اللي كتطرح علينا، ما علاقه الكلاب الضاله بالنساء؟ وما تصوري بان داخل هذه الجماعات هذه النساء يتعرض لانهم يشتغلوا في الصباح الباكر مع 5 الصباح، لانهم الذين يذهبون لجلب المياه وجلب الحطب. وبما انه المنطقه تعرف هذه الظاهره ديال الكلاب الضاله، فان المتضررات الاوليات كانوا هما النساء. وفي غياب مراكز صحيه اللي كتشتغل، اللي يمكن لها تهتم بالصحه ديال النساء كانت كتعرف واحد العدد ديال الوفيات ديال النساء. ولكن داخل الجماعه، بما ان الجماعه هي في مركز شبه حضاري، هذه النقطه ديال المد هذه الماده بالامكانيات الماده، هذا لا غيبغيك بالامكانيات الماديه، ما كانتش هي اشياء بسيطه
تظهر على أنها بسيطة، ولكن تحدث تحولا جد مهم في الحياة ديال النساء وفي ديال الرجال داخل هذه المناطق. Merci Haït. Monsieur? Pardon, mais madame qui a levé le bras. Bonjour, moi je voudrais juste... Est-ce que vous pouvez vous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent, s'il vous plaît? Malika Benradi, universitaire. Je voulais poser une petite question à Madame Miriam El Khomri. Compte tenu du fait que la montée en force du conservatisme partout au monde, et partant justement de cet apprentissage de l'égalité dans le système éducatif français, quelle est un peu la position des politiques hommes et femmes par rapport justement au débat qu'a soulevé l'approche genre à intégrer dans le système éducatif français, et par rapport aussi à la genderisation de la langue française à l'instar du français au Canada. Une autre petite question à Amina. Du moment que vous vous intéressez bien sûr à la formation des acteurs médiatiques, est-ce que vous avez pensé à la formation universitaire? Parce que justement en Afrique, il y a aussi la montée en force du conservatisme et surtout du fondamentalisme. Comment les journalistes peuvent devenir vraiment les acteurs du changement, mais aussi à un niveau universitaire? Parce qu'au Maroc, nous avons initié deux grandes expériences très positives. Au niveau de la faculté de droit, nous avons créé le master genre et politique publique. Et au niveau de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, compte tenu de l'actualité de la problématique migratoire, nous avons créé le master migration et médias. Merci, madame. Donc, j'aimerais savoir au niveau du Niger, comment s'implique aussi l'université dans la sensibilisation aux droits des femmes. Merci. Il nous reste 8 minutes. Une réponse rapide. On prendra 2 questions en même temps et on va clôturer notre... Donc je parle vite. Alors, on a parlé des femmes et la politique. Bien évidemment, travailler sur les programmes scolaires, sur le contenu éducatif, il faut du courage. Et je crois que le courage en politique, c'est souvent aussi le fait des femmes. Et en l'occurrence, moi j'ai eu une collègue, Najat Vallaud-Belkacem, qui a pris plein de coups sur cette affaire. Je le dis, mais vraiment, il y a eu les attaques sur le fond, avec des polémiques qui ont été créées disant que, enfin caricaturant les choses, qui ne disaient pas la réalité, voilà. Et puis il y a eu des attaques sur la personne. Et elle en a eu beaucoup à ce moment-là. Donc, comme sur la valorisation de la langue maternelle, sur ces sujets-là, sur l'apprentissage de l'arabe, toutes ces questions-là ont tout de suite été caricaturées. Et donc, si je dois répondre très rapidement, elle a eu raison de tenir bon. Elle a eu raison, la société civile, beaucoup d'associations se sont mises en mouvement. Et ça, c'est important. Sauf que vous savez, quand vous êtes parfois en fin de quinquennat avec un pouvoir faible, ben, finalement, il y a plein de gens qui pensent comme vous, mais il y en a très peu qui le disent publiquement. Et c'est aussi, avec le courage, il y a aussi la lâcheté en politique, malheureusement. Donc oui, il n'y a pas de bienveillance en ces moments-là. Il faut croire, il faut avoir des convictions et être soutenu. Et je pense qu'elle a réussi à le mener. Et j'en suis très fière, moi, que mes filles, aujourd'hui, à l'école, aient ces contenus éducatifs. On va prendre 2 dernières questions en même temps. Oh, pardon. Merci Malika pour cette question. La question universitaire elle est très importante. C'est pour ça que nous, très tôt, on s'est rendu compte qu'il nous fallait, en tout cas, des éléments de recherche pour pouvoir améliorer le renforcement de capacités au niveau des médias. C'est pour ça que l'Université de Niamey, ça fait à peu près une dizaine d'années, a créé un master en communication pour le développement. Il y a un autre master genre et médias également qui se fait à l'Université de Niamey. Les mêmes masters sont faits à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, l'École de journalisme du Niger, et toujours en collaboration avec l'Université de Niamey. Il y a un cabinet aussi d'études, l'ASDEL,
qui fait un énorme travail sur ces questions de genre et de médias. Ils font des études qui publient sur le rôle et la place des femmes en relation avec plusieurs thématiques, ces questions de santé de la reproduction et même des thématiques qui créent un peu aussi, en tout cas le choc, notamment la place de la femme dans notre pays, la femme qui est soumise à 3 droits, le droit civil, le droit coutumier, le droit religieux. Finalement, les hommes interprètent, chacun interprète selon le droit qui lui convient, qui lui donne plus d'intérêt. Et nous, pour accompagner toutes ces initiatives de recherche, nous avons mis en place une cellule qui, en tout cas, qui fait un relevé mensuel des faits marquants de l'actualité par rapport aux questions de femmes. Chez nous, actuellement, c'est ces questions de sécurité qui sont à la une, puisque nous sommes dans l'épicentre de tous les feux au niveau du Sahel. Donc, il y a même un master en journalisme sur les questions de conflits, en lien avec femmes, paix et sécurité, qui est en train d'être fait en collaboration avec l'ASTEL, l'Université de Niamey et l'Institut de journalisme. Merci Amina. Bon, à partir de maintenant, on commence à grignoter sur le temps de pause. Donc vraiment, il faut qu'on soit très très... Oui, monsieur. Bonjour, Saïd Chouaibi, inspecteur en orientation d'éducation de Rabat. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mémoire courte. Savez-vous que c'est la voix d'une femme qui est derrière la législation de la permission des militaires. À l'époque du deuxième calife, Omar ibn Khattab, il est en train de se balader la nuit. Il a entendu une femme qui chante. Et la question, s'il vous plaît, oui. Parce que là... Parce que pour les femmes suléliettes, parce que pour les femmes suléliettes, on lui a demandé une étude. Pourquoi il faut faire une étude sur le terrain avec Salih Haji? Il a une compétence dans ça. Concernant l'honnêteté des femmes représentantes du députés et tout, Feu Hassan II, dans l'émission 7 sur 7 de 1,5, ce qu'il a dit. La femme marocaine peut tromper son mari, mais ne trahit jamais sa patrie. Il peut partager. D'ailleurs, même. Mais c'est quoi la question? Il faut qu'on la... Moi, je donne des idées. Il faut créer à Wissem de la voix du femme marocain. Comme ça. Le premier travail sur le terrain avec. Vous serez reçu par le roi à Wissem pour la voix du femme marocain. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Là, malheureusement, on doit s'arrêter là. Je vous remercie tous. Vous avez la pause là pour un quart d'heure, on ne peut pas trop vous retenir.